Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue à une petite heure de TVA en matière immobilière. Alors j'ai intitulé le petit spectacle de ce matin, 10 petits pièges TVA liés à l'immobilier démasqué. On va donc parcourir ensemble 10 cas, 10 situations. Ce sont des situations qu'on a rencontrées en réalité au bureau. Ce sont des questions que vous nous avez posées, vous les experts comptables. 10 thèmes différents, alors je vais vite les parcourir. Première question, ça concerne la redevabilité de la TVA liée aux travaux immobiliers. On va voir qui doit payer la TVA sur les travaux immobiliers. Est-ce que c'est un régime facultatif obligatoire? Et puis je vais essayer de temps en temps de vous surprendre avec parfois certaines possibilités peut-être un petit peu étonnantes. Deuxième question, c'est un petit peu la question bateau. C'est une question qui, pour le moment, en tous les cas, pose pas mal de difficultés. C'est est-ce que les travaux de rénovation sont soumis à 6% ou bien est-ce qu'ils sont plutôt soumis à 21% vu leur ampleur? Il y a pas mal de contrôles TVA pour le moment sur cette problématique-là. Troisième question, alors elle ressemble à la deuxième, mais c'est pas du tout la même chose. C'est quid de la notion d'immeuble neuf contre un immeuble ancien rénové? Ça va être la question. Voilà, j'ai fait des travaux de rénovation dans mon immeuble. À la fin de ces travaux, est-ce que j'ai en face de moi un immeuble neuf ou est-ce que j'ai un immeuble ancien rénové? Quid du taux TVA réduit toujours à une rénovation d'un immeuble mixte? Mon immeuble, il est en partie professionnel, en partie privé, je le rénove. Par exemple, je change le toit de cet immeuble. Est-ce que je peux bénéficier d'un taux réduit, oui ou non? Petite question plus perfide, quid de vendre un immeuble ancien juste avant sa rénovation importante? On va voir, c'est peut-être une idée de dire, tiens, au lieu de vendre un immeuble neuf, je vais vendre un immeuble ancien et puis je vais le rénover. Et c'est une solution peut-être plus intéressante pour mon client. Sixième question, c'est quid d'une destruction-reconstruction au taux réduit de 6%? Alors c'est le sujet de 2021, puisque, comme vous le savez, on a introduit cette possibilité pour 2 ans. On va un petit peu étudier la question. Septième question, c'est qui peut ou qui doit vendre un immeuble neuf sous le régime de la TVA? On verra qu'il y en a qui sont obligés, il y en a d'autres qui peuvent le faire. On fera un petit peu le point sur la question. Huitième question, c'est quid de la possibilité de vendre un immeuble neuf, mais à la fois sous le régime de la TVA et sous le régime des droits d'enregistrement. Ça, c'est si vous avez des clients qui ont des projets immobiliers relativement importants, ils seront peut-être intéressés par faire une espèce de mixte des droits, une partie en droit d'enregistrement et une partie sous TVA. Ça donne la possibilité de vendre à un prix un petit peu plus attractif. On verra si c'est possible et comment c'est possible. Neuvième question, c'est quid d'une location soumise à TVA? On verra encore qu'il y a aujourd'hui des petits cas litigieux avec l'administration de la TVA à ce niveau-là. Et puis dixième question, quid de la révision d'un immeuble donné en location optionnelle et soumise à TVA? Il y a un nouveau régime qui est récent depuis 2019. L'objectif ici n'est pas de revoir tout ce régime-là, mais par contre d'un petit peu étudier des cas de révision de la déduction TVA à ce niveau-là. Alors on va parcourir ces 10 questions. Vous avez des slides relativement complets sur la matière. Première question, redevabilité de la TVA liée aux travaux immobiliers. Et je vous pose la question suivante. Voilà, je vous pose la question. Est-ce que si vous avez un client entrepreneur et il doit facturer un assujetti exempté qui est membre d'une unité TVA, est-ce que oui ou non le régime de l'autoliquidation s'applique? Deuxième question, vous avez un entrepreneur, par exemple, je ne sais pas, situé à l'étranger, qui va effectuer des travaux ici pour un particulier belge. Votre client, alors ce serait par exemple le particulier belge. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la TVA? Troisième question, vous êtes expert comptable en personne morale et vous faites des travaux immobiliers chez vous. Quatrième question, un assujetti étranger qui est identifié à la TVA en Belgique. Cinquième question, le preneur est une commune. Sixième question, c'est une société immobilière qui gère un patrimoine d'habitation. Donc, en réalité, ce que je vous demande ici, c'est un assujetti qui est totalement exempté. Et puis, dernière question, votre client est un assujetti franchisé et il fait appel à un entrepreneur pour réaliser des travaux immobiliers. Est-ce que oui ou non, l'autoliquidation s'applique? Alors, rappel des principes.
C'est tout d'abord une obligation, le régime de l'autoliquidation, donc c'est malheureusement pas une faculté. En d'autres termes, si le régime de l'autoliquidation n'a pas été appliqué, malheureusement, il y a clairement un risque TVA, un rejet de déduction dans le chef de celui, non, je veux dire, une obligation de payer la TVA dans le chef de l'entrepreneur qui n'aurait pas appliqué le régime de l'autoliquidation. Et si vous l'avez appliqué à mauvais escient, le cas échéant, la régularisation sera chez le preneur. En tout état de cause, l'administration, si on a mal appliqué le régime de l'autoliquidation, va intervenir et va corriger le tir. Alors, quelles sont les obligations? Quand faut-il obligatoirement appliquer ce régime? Eh bien, les règles sont inscrites à l'arrêté royal numéro 1, à l'article 20. Je vous ai repris ici dans le slide les 3 conditions. Première condition, qui est importante, c'est le co-contractant doit être un assujetti, d'accord, établi en Belgique et qui dépose des déclarations périodiques. OK. Donc c'est un assujetti qui doit déposer des déclarations périodiques à la TVA. Ou bien il s'agit d'un assujetti qui n'est pas établi en Belgique. Et attention, à ce moment-là, il y a une condition spécifique. Il doit avoir fait agréer un représentant responsable et non pas, il ne doit pas avoir d'identification directe à la TVA. Donc, pour être dans l'obligation d'appliquer ce régime, vous devez avoir comme client, vous, entrepreneur, un assujetti établi en Belgique qui dépose des déclarations périodiques ou un assujetti non établi en Belgique comme client. Attention, il doit avoir fait agréer un représentant responsable. Deuxième condition, les opérations qui font l'objet du contrat rentrent parmi ce qu'on appelle les travaux immobiliers. Et troisième condition, les biens et services fournis sont utilisés par le co-contractant dans le cadre de son activité professionnelle. Ce qui veut donc dire, et ça répond déjà à toute une série de questions que je vous posais tout à l'heure, c'est que le régime de l'autoliquidation n'est pas appliqué, en principe, aux assujettis soumis au régime de la franchise. Alors pourquoi ce régime n'est pas appliqué à eux? Parce qu'ils ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques. Ce régime ne va pas s'appliquer non plus aux assujettis exemptés. Pourquoi? Pour la même raison. Ils ne sont pas tenus au dépôt de déclarations périodiques. Par contre, vous auriez comme client, vous entrepreneur, un assujetti mixte ou un assujetti partiel. Alors eux, ils sont tenus au dépôt de déclarations périodiques et eux sont visés, évidemment, par le régime de l'auto-liquidation. Alors je vous ai mis une petite circulaire parce qu'il y avait quand même un souci avec les assujettis soumis au régime de la franchise. Et pourquoi il y a un petit souci avec eux? Tout simplement parce qu'un assujetti franchisé, il a dû s'identifier à la TVA au départ. Et cette identification est liée au fait que l'administration doit pouvoir vérifier qu'il n'a pas dépassé le fameux seuil de 25 000 €. Et donc, on est face à un souci, à savoir, votre client entrepreneur, il va demander à son client, tiens, est-ce que tu as un numéro de TVA? Et son client assujetti franchisé va lui dire, oui, j'en ai un. Mais n'étant pas tenu au dépôt de déclaration périodique, l'assujetti franchisé, en fait, ne doit pas communiquer son numéro de TVA, puisque le régime de l'autoliquidation ne s'applique pas. Et l'administration a constaté qu'en pratique, il y avait pas mal de difficultés. L'assujetti franchisé communiquait son numéro de TVA. Et elle a pris une circulaire le 25 janvier 2019 où elle constate effectivement la difficulté et où elle accepte, entre guillemets, de jouer le jeu, à savoir, si le numéro de TVA a été communiqué, eh bien, il conviendra alors à l'assujetti franchisé de payer cette TVA, et à ce moment-là, on n'ennuiera évidemment pas l'entrepreneur. Donc, petite particularité à ce niveau-là. Voilà, je vous ai mis également un petit cas de jurisprudence. L'objectif ici d'attirer votre attention sur les difficultés qui peuvent être soulevées. Deuxième question que je voulais voir avec vous, et c'est évidemment la question un petit peu bateau, c'est les fameux travaux de rénovation. Vous rénovez votre immeuble à 6% ou 21%. C'est évidemment une question importante parce que la différence de taux est évidemment importante. C'est 15% d'office de plus dans votre budget rénovation, tenant compte en principe du fait que vous n'allez pas pouvoir récupérer la TVA sur cette rénovation. Alors,
Peut-être tout d'abord un petit rappel. Il y a 2 rubriques qui visent ce taux réduit de 6% pour les travaux immobiliers. Il y a la rubrique 31 et 38 du tableau A, et on est toujours dans l'arrêté royal numéro 20. Et je vous ai mis le texte de cette rubrique pour vraiment vous permettre de vous rendre compte des dispositions avec lesquelles on doit jouer pour solutionner cette problématique du taux réduit. Alors le texte vous dit ceci: les opérations doivent avoir pour objet, et c'est moi qui souligne dans les slides, la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, et puis on parle évidemment de réparation, d'entretien, à l'exclusion du nettoyage de tout ou partie d'un immeuble d'habitation. Les autres conditions, je pense que vous les connaissez. Les opérations doivent être affectées à un immeuble d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé. Les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins 10 ans la première date d'exigibilité. Et les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final. Et on n'oublie pas la petite attestation. Ici, la problématique que je veux voir avec vous, c'est le premier point. Quand est-on en phase d'une transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration? Et on constate dans notre bureau qu'on a eu ces derniers mois un certain nombre de dossiers qui démontrent que l'administration est en train de vraiment procéder à des contrôles dans ce secteur-là d'activité. La position de l'administration est évidemment de tenter de démontrer que, vu l'importance des travaux, le taux de 6% n'était pas d'application, c'était le taux de 21% qui était d'application. Alors la question, évidemment, en tant qu'expert comptable, comment pouvez-vous au mieux conseiller votre client? C'est quoi les critères aujourd'hui qui sont appliqués par l'administration fiscale? Eh bien, il y a une circulaire qui est déjà ancienne, mais qui est toujours d'application. C'est la fameuse circulaire numéro 6 de 1986. Et cette circulaire de l'administration nous donne des infos. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Elle nous dit ce qu'elle entend par transformation. Mais c'est tout ce qu'on a, parce que le texte de loi ne va pas être plus précis. Donc, c'est vraiment cette position-là de l'administration sur laquelle on doit travailler, tout en sachant que la circulaire administrative n'est absolument pas une loi, que la circulaire reste un commentaire de l'administration, et force est de constater que ces commentaires de l'administration repris au travers de circulaires ne sont pas forcément toujours légalement corrects. Donc, c'est très important de tenir compte de la circulaire, évidemment, mais ce n'est pas forcément la vérité tout essentielle en matière de TVA. Alors, en termes de transformation, l'administration, dans ses commentaires, dit ceci. Peuvent être donc soumis au taux réduit de 6%, la transformation extérieure de l'immeuble, notamment sa réhabilitation, ainsi que la transformation intérieure du bâtiment, ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension de pièces existantes. De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation, et là ce sera un élément essentiel dans notre discussion, lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. Et ça, c'est vraiment toute la question, toute la problématique est résumée ici. L'administration de la TVA va vous dire « OK pour le 6%, si la rénovation s'appuie de manière significative sur d'anciens murs porteurs, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. » Et toute la discussion, eh bien, elle va être là. Alors, si j'essaye de schématiser le plus possible le raisonnement de l'administration, je vous dirais qu'il y a 2 hypothèses. Première hypothèse, votre client est en train de rénover un immeuble. De nouveau, je considère que toutes les autres conditions sont réunies, donc plus de 10 ans principalement affectés au logement, mais un immeuble qu'il va rénover sans agrandissement. Alors, s'il y a une rénovation sans agrandissement, l'administration garde le fameux critère que je vous ai dit, avec tout ce qui est maintien des murs porteurs, notamment les murs extérieurs. J'attire votre attention sur une jurisprudence de la Cour d'appel de Mons qui
précise qu'on doit bien comprendre cette notion dans son sens habituel. Et il cite, d'ailleurs, le juge de la Cour d'appel de Mons cite les commentaires de l'administration en disant qu'il faut maintenir les murs essentiels de l'immeuble, mais on doit vraiment comprendre cette notion dans son sens habituel. En d'autres termes, vous n'agrandissez pas, vous gardez les murs extérieurs, vous gardez les murs intérieurs à la base, vous devriez avoir peu de difficultés à convaincre l'administration de l'application du 6%. Par contre, deuxième hypothèse, ici vous avez une rénovation, cette fois-ci, avec agrandissement. Alors là, l'administration nous dit ceci, bon, on ne s'oppose pas au maintien de 6%, même s'il y a rénovation avec agrandissement, mais, si je peux résumer, on va rajouter une condition. Et cette condition, ils l'ont prise dans une décision de 1994, et ils rajoutent, je dirais, une condition en disant « je veux qu'il y ait un certain respect des superficies », à savoir que les superficies anciennes doivent correspondre à au moins 50% de la superficie nouvelle. Et là, dans leur calcul, l'administration peut parfois vous surprendre, mais du mauvais côté des choses, puisque, je vous prends un exemple classique, vous avez un client qui a une petite maison, la maison est composée d'un rez-de-chaussée et d'un premier étage, le rez-de-chaussée, il y a une toute petite cuisine, il rénove le rez-de-chaussée et il rajoute une petite cuisine de 15 mètres carrés, on va dire la surface du rez-de-chaussée fait 75 mètres carrés, il agrandit ça avec 15 mètres carrés en plus, et puis à l'étage, il y a 2 chambres, et ils veulent mettre une nouvelle salle de bain, et on constate que le sol à l'étage n'est pas assez solide ou n'est pas suffisamment en bon état pour supporter le poids de cette nouvelle salle de bain, et donc on enlève le sol et on met un nouveau sol plus solide pour soutenir ce poids. Bien, dans le calcul des surfaces, l'administration va vous dire ceci. Je considère comme surface ancienne le rez-de-chaussée. Mais je refuse de considérer comme surface ancienne le premier étage, même si la surface au premier étage ne bouge pas, qu'il y a juste une modification du sol. Non, elle dit à partir du moment où vous avez détruit le sol pour mettre un nouveau sol, dans mes calculs, je considère que c'est une nouvelle surface. Eh bien, si vous considérez que tant le rez-de-chaussée que le premier étage a une surface de 75 mètres carrés, le calcul dans le chef d'administration sera vite fait. 75 mètres carrés surface ancienne en bas, par rapport à 75 plus 15, on est à 165 mètres carrés. 75 mètres carrés par rapport à 165 mètres carrés, on est en dessous des 50%. Je considère dès lors que toute la rénovation doit être soumise à 21%. Et évidemment, ça entraîne des drames, entre guillemets, chez les gens qui voient tout leur budget complètement exploser, parce que l'administration va évidemment vous réclamer une amende, plus des intérêts de retard. Et je constate dans mes dossiers que l'administration ne se dirige même pas vers l'entrepreneur pour réclamer cette TVA, mais va directement chez le maître de l'ouvrage. Donc, voilà, faites attention, il y a cette distinction-là, et il y a cette question. Alors, que peut-on éventuellement dire dans ce genre de situation face à l'administration ? C'est leur dire, votre calcul de surface, d'accord, je peux comprendre la philosophie derrière, que vous voulez un petit peu contrôler, qu'on ne rénove pas avec un agrandissement trop important. Maintenant, votre critère des surfaces au sol, c'est le vôtre. Il a le mérite d'exister, mais ce n'est pas forcément le seul critère qui peut être retenu. Et c'est ce que d'ailleurs a rappelé la Cour d'appel de Liège dans un arrêt de 2018, en disant, voilà, ce sont des critères de l'administration. Si on n'est pas à 50%, mais à 48% ou 45%, est-ce que d'office, on ne peut plus considérer cela dans le sens usuel comme étant de la rénovation? La Cour d'appel dit à l'administration, je ne suis pas sûr. Pour notre part, on a déjà défendu avec succès un dossier dans lequel on dit à l'administration, vous prenez la surface au sol, c'est votre critère. Moi, j'en ai un autre. Moi, je prends la surface des murs extérieurs. Et je considère que la surface des murs extérieurs, dans notre dossier, à 85% avait été maintenue. Alors je dis, voilà, moi, je considère que la surface des murs
étant maintenue à concurrence de 85%, même si la surface au sol n'était peut-être maintenue qu'à 30%, ben je considère que sur base de mes critères, qui ne sont pas forcément vos critères, ben sur base de mes critères, on peut parler de rénovation. Et l'administration s'est inclinée. Mais voilà, c'est chaque fois des discussions. Je vous ai mis 2-3 arrêts de jurisprudence et je vous ai même mis un petit arrêt de la Cour de cassation en néerlandais. Comme ça, vous avez l'occasion aussi d'exercer un tout petit peu votre néerlandais. Et j'ai été assez vache puisque je n'ai pas traduit les slides. Ça vous fera un petit exercice pratique. Donc, attention à cette question-là. Je ne vous cache pas qu'on a eu, il y a 2 semaines au bureau, un monsieur qui avait fait un gros projet de rénovation. Il avait fait des travaux pour 1 million chez lui. Il avait payé 6% et maintenant l'administration est en train de lui réclamer 21%. Et en fait, ce monsieur avait vraiment mis tous ses fonds dans cette rénovation et il n'a pas d'argent pour payer le différentiel entre 6 et 21%. Donc ça peut parfois évidemment poser quelques soucis. Troisième question, et je sais que ça peut paraître étonnant, mais elle est quand même distincte de ce que nous venons de voir. Vous avez fini vos travaux de rénovation. Ok, ils ont été soumis à 6 ou 21%, c'est plus la question maintenant. Disons même qu'ils ont été une rénovation à 6%. La rénovation est terminée. Question, est-ce que vous avez devant vous un immeuble neuf ou un immeuble ancien rénové? Et donc je vous pose une question, je dis tiens, quid d'un immeuble ancien rénové pour 150 000 € et qui est revendu 300 000 €? Est-ce qu'on peut considérer, d'un point de vue de la TVA, cet immeuble comme étant neuf? C'est encore une question qui est délicate. Elle est délicate à plusieurs titres. Première question, de principe, peut-on considérer en Belgique un immeuble ancien rénové comme étant susceptible de devenir neuf? Alors vous allez me dire, bah oui, évidemment. Ben, ce n'est pas aussi évident. Il m'arrive de défendre le contraire, quand ça m'arrange, évidemment. Pourquoi je défends le contraire dans certains dossiers? Ben parce que je prends la directive, et je vous ai mis le texte de la directive, comme ça je vous fais juge. Article 12 de la directive 2006-112 nous dit ceci. Les États membres peuvent définir les modalités d'application du critère visé au paragraphe 1 aux transformations d'immeubles. Ils peuvent, ils ne doivent pas, ils peuvent. C'est une possibilité. Question, est-ce que la Belgique a, dans son arsenal législatif, défini la notion d'immeuble neuf suite à des rénovations importantes? Et la réponse est non. Alors à partir de ce moment-là, première question de principe, est-il possible légalement en Belgique d'avoir un immeuble ancien rénové qui, d'un point de vue technique TVA, doit être considéré comme neuf à la fin des travaux? Bien, si je me base uniquement sur le texte de la directive, sur la possibilité qui est laissée aux États membres, et en sachant que la Belgique n'a pas prévu d'un point de vue législatif cette possibilité, je pense que la question peut être posée. Je constate évidemment que l'administration n'a absolument pas ce point de vue-là, que l'administration considère que non, un immeuble ancien rénové de manière importante peut être considéré comme neuf, et je constate également que dans la jurisprudence, une majorité de la jurisprudence adhère également à ce raisonnement de l'administration, avec juridiquement, à mon avis, une faille dans le raisonnement, en disant on fait ça depuis tellement longtemps que d'office, quelque part, ça vaut force de loi. En tant que juriste, évidemment, je peux difficilement marquer accord avec ce raisonnement, mais force est de constater que dans la pratique, oui, on considère qu'un immeuble ancien rénové est susceptible de devenir neuf. Très bien. Alors, quels sont les critères? Alors, l'administration détaille 3 hypothèses. Les 2 premières vont conduire à un immeuble neuf, la 3e ne va pas conduire à un immeuble neuf. Première hypothèse. Vous avez eu une modification radicale du bâtiment ancien. Alors, c'est quoi une modification radicale? C'est une modification dans ses éléments essentiels, c'est-à-dire dans les murs porteurs, dans les planchers, dans les cages d'escalier, dans les cages d'ascenseur. Il doit y avoir une modification au niveau de la nature, de la structure, et même le cas échéant de la destination de l'immeuble. Et là, j'attire votre attention
parce que c'est trop souvent méconnu, si vous êtes dans cette hypothèse-là, quel que soit le coût des travaux, vous êtes devant un immeuble neuf. Donc, modification radicale, quel que soit le coût des travaux, immeuble neuf. Attention, il faut quand même encore 2-3 petites conditions. La transformation doit avoir entraîné une modification du revenu cadastral. En principe, ce sera le cas. Et bien sûr, si vous souhaitez vendre l'immeuble sous le régime de la TVA, n'oubliez pas que vous pourrez le vendre tant qu'il est neuf. Et il ne sera pas neuf indéfiniment, puisqu'il sera neuf jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la première occupation, la première utilisation du bien. Et puis évidemment, vous allez devoir prouver à l'administration l'ampleur des travaux qui vous permet de considérer l'immeuble comme étant devenu neuf. Donc première hypothèse, les modifications radicales du bâtiment, et on ne tient pas compte ici de la valeur des travaux. Deuxième hypothèse, et j'attire votre attention aussi parce que c'est également souvent méconnu, dans la deuxième hypothèse, et je vous ai mis le texte, l'administration nous dit ceci. On peut avoir une modification importante, mais peut-être pas une modification radicale, ou en tous les cas, c'est difficile de savoir si la modification est radicale. Mais elle est à tout le moins importante. Alors si on peut considérer qu'elle n'est pas radicale, mais qu'elle est importante, on sera face à un immeuble neuf si, là on calcule la valeur des travaux, si la valeur des travaux, le montant des travaux correspond à plus de 60% de la valeur vénale du bâtiment, terrain exclu, juste l'immeuble construit, 60% de la valeur vénale du bâtiment après travaux. Très bien. Et vous voyez, parfois l'administration vous dit oh, donnez-moi vos factures, et puis je constate que 60%, vous l'avez dépassé, c'est un immeuble neuf. Attention, regardez bien, lisez bien le texte même de l'administration. L'administration pourra admettre qu'on se trouve devant un immeuble neuf. Donc si on dit pourra admettre, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Donc pour moi, ici, il y a une possibilité de considérer l'immeuble neuf, mais pas une obligation de considérer l'immeuble neuf. Alors que dans la première hypothèse, on avait une obligation de considérer l'immeuble comme étant neuf. Ici, pour moi, c'est une possibilité. Même si de nombreux contrôleurs considèrent que la deuxième hypothèse est une obligation, à mon sens, ils se trompent. Donc, dans cette deuxième hypothèse, on va regarder d'une part la valeur des travaux matériels, et puis on va regarder d'autre part la valeur vénale du bâtiment, terrain exclu, et on doit faire un comparatif entre les deux. Ici aussi, il faut une modification du revenu cadastral. Si vous le souhaitez le vendre sous le régime de la TVA, eh bien, il y a aussi la règle du 31 décembre de la deuxième année qui suit la première occupation, et vous devez également toujours démontrer à l'administration l'importance des travaux. Troisième hypothèse, l'administration reconnaît qu'ici il ne s'agit pas d'immeubles neufs, c'est des simples travaux d'amélioration du bâtiment ancien. À ce moment-là, si vous voulez vendre l'immeuble après ces travaux, ce sera d'office les droits d'enregistrement qui s'appliqueront. Ça ne posera pas de souci en tous les cas pour l'administration. Je continue à avancer. Quatrième question. Quid de l'application du taux réduit de TVA de 6% à une société immobilière qui rénove un immeuble qu'elle détient et qui est occupé par un locataire qui en fait un usage mixte. Donc vous avez une société immobilière, ok, elle est propriétaire, elle rénove l'immeuble, mais le locataire fait un usage mixte. Là, on attire votre attention, le taux de 21% s'applique sur les immeubles autres que ceux d'habitation. Donc si ce sont des immeubles de bureaux, d'office, ce sera du 21%. Le 6%, je le rappelle, il ne rentre en ligne de compte que pour autant qu'on soit devant un immeuble qui est affecté principalement à l'habitation. Donc si l'immeuble doit être à la fois un immeuble d'habitation et un immeuble commercial, alors là, on peut imaginer effectivement une application du 6%. Et évidemment, on va avoir un petit souci, mais qu'est-ce qu'on va mettre à 6 et qu'est-ce qu'on va mettre à 21%? Là, décision assez sympathique de l'administration de la TVA, il faut bien le reconnaître, qui fait la distinction suivante. Soit les travaux concernent spécifiquement la partie commerciale, alors c'est du 21%.
Vous êtes expert comptable, vous avez un bureau, les travaux concernent spécifiquement le bureau, 21%. Si les travaux concernent spécifiquement la partie privée, vous êtes expert comptable, votre rez-de-chaussée, c'est les bureaux, le premier étage, c'est la maison d'habitation pour vous et votre famille. Alors, si ça concerne spécifiquement la partie privée, 6%. Pour autant que les conditions, évidemment, soient réunies. Et puis, petit souci, évidemment, quid quand on va rénover le toit? Ah, le toit couvre en même temps la partie privée et la partie professionnelle. Vous ne pourrez pas dire, ah oui, mais le toit couvre juste l'étage privé, donc c'est... Non, non. L'administration va vous dire, non, non, le toit couvre tant la partie professionnelle que la partie privée. Eh bien, quelle est la position de l'administration? Et en ça, elle est quand même sympathique. Elle vous dit, regardez un petit peu les surfaces de l'ensemble de l'habitation. Si une majorité des surfaces, et ce sera à mon avis souvent le cas, si la majorité des surfaces est des surfaces de type privé, j'accepte le 6% pour le tout au niveau des travaux mixtes. Si, à l'inverse, la majorité des surfaces sont professionnelles par rapport aux surfaces privées, alors là, l'administration nous dit, eh bien, je suis d'accord pour un split. Alors, elle a pu nous dire 21 pour le tout. Non, elle dit, je suis d'accord pour un split. On fait un prorata des surfaces, 6% pour le prorata privé et 21% pour le prorata professionnel. Donc, c'est une bonne nouvelle. 5e question, quid de la possibilité de vendre un immeuble ancien juste avant sa rénovation importante? Là, évidemment, c'est une petite technique. On essaye d'être un peu finaux. Et je vous dis, tiens, voilà, je suis entrepreneur. Je vais vous vendre un appartement, mais après avoir rénové complètement l'immeuble. Donc, il s'agira, vu l'importance des travaux, d'un appartement qui sera neuf. Donc, je vais devoir vous réclamer 21%. Vous réclamez 21% pour une habitation privée, c'est moins sexy que si je pouvais vous réclamer du 6%, évidemment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je ne parle pas évidemment du nouveau régime 2021, je vous parle d'autres situations. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, l'idée est la suivante. On va aller chez le notaire, on va aller signer la vente de l'appartement, mais sous la forme de croûte tel qu'il est maintenant. Et alors, on va avoir comme ça du 12,5%. Et puis, évidemment, avant de passer chez le notaire, tu vas quand même vite passer chez moi et tu vas me signer la convention pour les travaux de rénovation que je vais faire chez toi et que je ferai à 6%. Et comme ça, au lieu de payer un prix à 21% de TVA, eh bien, tu vas payer un prix avec une partie 12,5% pour les droits d'enregistrement et une partie 6% pour la TVA sur les travaux. C'est donc plus intéressant. Bon, est-ce qu'on peut faire ça? L'administration, évidemment, dit que non, et elle fera évidemment très attention à ce genre de situation, et elle vous dira que l'intention réelle des parties, c'est de vendre un appartement neuf, et que donc ça constitue un abus de droit que de maquiller cette vente d'un appartement neuf en, première étape, une vente d'un appartement ancien, deuxième étape, suivie de travaux de rénovation importantes. Donc l'administration, dans sa décision qui date déjà de 2014, nous dit bien, attention, je vais être très vigilant à ce niveau-là, et si je constate qu'il y a une espèce d'unité d'intention, eh bien je vais évidemment rectifier le tir. Attention, une des méthodes qu'elle va utiliser, elle va demander tout ce qui est acte notarié, tout ce qui est plan de soi-disant l'ancien appartement qui est vendu devant le notaire. Et qu'est-ce qu'elle va vite constater? C'est que le pourcentage dans les parties communes de l'immeuble sont très souvent, évidemment, à ce moment-là, calculés sur base de l'immeuble complètement rénové et non pas sur l'immeuble dans la croûte, dans son état de croûte au départ. Et l'administration va aisément démontrer que la volonté des parties, de par l'acte de la vente de la croûte, à partir du moment où elle reprend les quotes-parts communes sur base du nouveau projet, que la volonté, c'est clairement d'acheter un nouvel appartement. Donc, faites attention. Je vous ai mis également de la jurisprudence qui va une fois favorable et une fois n'est pas favorable. La Cour d'appel de Gand, que je cite, est un arrêt qui est favorable, mais faites vraiment attention à ce genre de situation. 6e question, évidemment, ça c'est la question, je dirais, un petit peu actuelle, c'est quid d'une destruction et reconstruction au taux réduit de 6%. Et je m'amuse à vous poser une petite question.
Un particulier domicilié à Linkebeek détruit et reconstruit début 2021 un immeuble d'habitation situé à Uccle. Et à la limite, je me contente de cet énoncé-là. J'essaie de vous piéger par après, peu importe, mais je me contente uniquement de cet énoncé-là. Je suis votre client, je viens chez vous et je vous dis, tiens, voilà, je vais détruire et je vais reconstruire un immeuble d'habitation situé à Uccle. Est-ce que je peux bénéficier, oui ou non, du taux réduit? Et je suis encore plus vicieux, je vais quand même prendre l'énoncé juste en dessous, et un acompte de 100 000 € est versé le 30 décembre 2020. Alors, les fameux 100 000 € à 6 ou à 21%, en sachant que le nouveau régime a démarré au 1er janvier 2021. Malheureusement, si l'acompte est versé le 30 décembre 2020, c'est avant le 1er janvier 2021. Donc, cet acompte-là ne va pas pouvoir bénéficier du nouveau régime. Donc, le piège que je vous tends, c'est à partir du moment où les 100 000 € ne vont pas pouvoir bénéficier du nouveau régime, est-ce qu'il peut bénéficier du 6 ou du 21%? C'est dommage que vous ne soyez pas en face de moi, parce que je suis quasi certain que vous allez, en tous les cas en majorité, me dire, non, destruction, reconstruction à 6%, c'est à partir du 1er janvier 2021. Si vous me dites que ce qui est versé le 30 décembre 2020 ne peut pas bénéficier du nouveau régime, ça va être du 21% forcément. Je vous ai dit que j'allais essayer de vous surprendre. Je vous dis non, ça va pouvoir être du 6%. Pourquoi? Parce qu'on oublie trop souvent, mais le nouveau régime de 2021, c'est chouette, c'est génial, destruction, reconstruction à 6%. Attention, on verra que les conditions sont très strictes. Mais on oublie trop souvent qu'il y a déjà un autre régime qui existe, concernant plus ou moins la même problématique. Mais c'est un régime qui ne vise que 32 villes. Pas évident de connaître les villes qui sont visées. Et sur base de cet ancien régime, qui est toujours d'application aujourd'hui, donc cet ancien régime continue de s'appliquer, le nouveau régime vient en plus, mais l'ancien régime continue à s'appliquer, mais sur base de cet ancien régime, vous allez pouvoir détruire et reconstruire à 6%, et là, il n'y a pas de conditions, ou il y a très peu de conditions. Le nouveau régime, vous allez voir, les conditions, elles sont lourdes. Mais ici, il y a très peu de conditions. Mais il faut être dans les 32 villes. Pas évident de trouver les 32 villes. J'ai dû chercher, mais voilà, j'ai réussi à les retrouver, et je vous les ai mis dans les slides. Vous voyez, dans la région wallonne, il y a les centres urbains Charleroi, Mons, La Louvière, Serein, Liège. J'avoue que j'ai essayé de trouver, mais je n'ai pas trouvé la différence entre centre urbain et les villes. Les villes, c'est Moucron, Tournai, Verviers, Namur. Et puis pour Bruxelles, regardez, Bruxelles est quand même pas mal représentée. Et chose surprenante peut-être, il y a Uccle. Uccle est dans les 32 villes de Belgique où on estime qu'il faut aider un petit peu à améliorer la qualité des immeubles et où on a autorisé, par arrêté royal, on a autorisé la destruction et la reconstruction à 6%. Donc, quand je vous parlais de mon immeuble qui était situé à Uccle et qui était détruit, reconstruit même en 2018 ou en 2019, on l'oublie peut-être, mais on peut bénéficier du 6% à ce moment-là. En région flamande, c'est Anvers, Gand, Ostende, Malines, Saint-Nicolas, les villes de Leuven, Bruges, Courtrai, Roeselare, Alost, Termonde, Genk et Hasselt. Donc vous voyez que les 32 villes, c'est quand même relativement important. Et je répète, ce régime que j'appelle le régime 2020, mais qui existait déjà avant 2020, c'est un régime qui peut, le cas échéant, s'appliquer. Alors, à côté de ce régime ancien qui continue à s'appliquer, il y a le fameux nouveau régime 2021 qui pose quand même quelques difficultés. C'est un régime qui a été pris un petit peu peut-être à la va-vite, avec un texte qui peut-être n'est pas relativement précis et qui pose évidemment beaucoup de difficultés à l'administration centrale. Alors ici, évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'attirer votre attention sur toutes les difficultés que pose le régime, c'est peut-être juste de vous expliquer le régime pour vous donner éventuellement la possibilité de réfléchir à son application dans un cas concret dans votre bureau. Le régime est donc un régime, on l'a dit, temporaire. Il dure en principe 2 ans, donc 2021-2022. Il vise 3 hypothèses. Alors, les 2 premières hypothèses
sont des hypothèses qu'on peut évidemment mettre en concurrence avec l'Ancien Régime, parce que ça vise vraiment la destruction, reconstruction d'un logement. La troisième hypothèse, par contre, là, elle est pas mal, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'Ancien Régime. Alors, la première hypothèse, c'est quoi? Eh bien, on va accepter la destruction-reconstruction à 6% sur l'ensemble du territoire. Donc, je mets sauf les centres urbains, les 32 centres urbains qui, eux, ont leur régime spécifique. Mais évidemment, ce régime peut s'appliquer, mais comme le régime pour les 32 centres urbains est beaucoup plus facile au niveau des conditions, c'est certainement, on ne va pas penser à ce régime-ci pour ces 32 centres urbains-là. Mais il faut, comme condition, il faut une démolition du bâtiment et sa reconstruction en logement par un maître d'ouvrage personne physique. Donc le maître d'ouvrage doit être une personne physique. Attention, on ajoute encore comme condition, ce maître d'ouvrage personne physique va devoir occuper lui-même le nouveau logement. Deuxième condition, qui est évidemment assez stricte. Le régime ne peut s'appliquer qu'à l'habitation propre et unique du maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage a d'autres habitations, il a donc un certain patrimoine immobilier, non. Il ne pourra pas bénéficier de ce régime-là. Il y a des petites exceptions si vous avez l'immeuble suite à une succession. Et attention, quatrième condition, la superficie ne peut pas dépasser 200 mètres carrés, ce qui est une superficie déjà, il faut le reconnaître, relativement large, en sachant en plus que pour le calcul de cette superficie de 200 mètres carrés, vous ne devez pas tenir compte de toute une série d'éléments, notamment, par exemple, des salles de bain. Donc, première possibilité, on le voit, intéressante, mais les conditions sont quand même strictes. Maître de l'ouvrage, personne physique, il doit occuper lui-même l'immeuble, la superficie ne doit pas être trop importante, et habitation unique du maître de l'ouvrage. Deuxième possibilité, destruction, reconstruction à 6%, et cette fois-ci, ça peut viser un bailleur personne morale, les personnes morales sont visées, ou personne physique, mais qui va devoir donner en location le logement à une agence immobilière sociale pendant au moins 15 ans. J'ai oublié d'ailleurs de préciser tout à l'heure que le maître de l'ouvrage doit s'établir dans son domicile pendant au moins 5 ans. C'est encore une condition importante aussi. Et ici, la condition de durée est encore plus longue. On passe de 5 ans à 15 ans. Donc, il faut que le logement soit donné en location, pas à n'importe qui, à une agence immobilière sociale, et pendant au moins 15 ans. Alors dans ces deux possibilités-là, si vous ne respectez pas les 5 ans dans la première hypothèse ou les 15 ans dans la deuxième hypothèse, il y aura une rectification, évidemment, du taux de TVA appliqué. Alors on ne va pas déranger, évidemment, l'entrepreneur, on ne va pas revenir vers lui, ce sera évidemment le maître de l'ouvrage qui va, entre guillemets, trinquer en direct, et on fera une correction au prorata temporis. Troisième hypothèse, qui est intéressante parce qu'elle n'est pas visée, celle-là, par le régime ancien qui est toujours d'application, le régime des 32 villes, c'est l'application du taux de 6%, cette fois-ci, à la livraison, en d'autres termes, à la vente d'un bien d'habitation après démolition et reconstruction. Alors attention ici, les conditions, ça doit être une livraison à une personne physique qui va occuper elle-même le nouveau logement, et on reprend les mêmes conditions que la première hypothèse, où c'est une vente à une personne physique ou une personne morale qui va donner en location ce nouveau logement à une agence immobilière sociale, avec de nouveau cette règle des 15 ans également. Donc voilà, c'est un régime évidemment qui est intéressant, qui est temporaire, qui pose évidemment beaucoup de difficultés. Il y en a une peut-être que je souhaiterais évoquer, parce qu'elle me pose un petit peu problème, c'est que l'administration parle d'une certaine proportionnalité entre ce qui est détruit et ce qui est reconstruit. Alors, c'est vrai que dans les travaux préparatoires, on fait mention de cette proportionnalité-là. Néanmoins, dans le texte légal qui a été retenu, cette condition de proportionnalité n'est pas reprise. Donc, peut quand même se poser la question de savoir si l'administration, dans ses commentaires administratifs, est en droit de réclamer cette espèce de proportionnalité. Évidemment, si vous allez détruire une cabane
sur le terrain pour reconstruire un immeuble avec 10 étages, là, on pourrait peut-être comprendre qu'il y ait quelque part un abus de droit, mais c'est une question qui reste néanmoins ouverte. 7e question, qui peut ou qui doit vendre un immeuble sous le régime de la TVA? C'est une bonne question et qui n'est pas forcément évidente. Alors, je vais déjà vous répondre à la question. Il n'y en a qu'un qui doit vendre l'immeuble neuf sous le régime de la TVA. Donc, il n'y en a qu'un qui, s'il est face à un immeuble neuf après rénovation, et si l'immeuble est encore neuf d'un point de vue de la TVA, on l'a vu, article 8 du Code de la TVA, l'immeuble est neuf jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit la première occupation ou la première mise en service de l'immeuble. Il n'y en a qu'un qui doit le vendre sous le régime de la TVA si l'immeuble est neuf, c'est le promoteur immobilier. Tous les autres, et je dis bien tous les autres, du particulier à l'expert comptable, mais qui n'est pas promoteur immobilier, tous les autres peuvent vendre l'immeuble neuf sous le régime de la TVA, mais ce sera alors une option. La question est donc importante de savoir qui est promoteur immobilier. Parce qu'on sait maintenant que s'il est promoteur immobilier, il a l'obligation de vendre l'immeuble sous le régime de la TVA. Et on a vu tout à l'heure que dans certaines circonstances, à la fin des travaux, quand on a porté atteinte à la structure essentielle et qu'on est vraiment dans l'hypothèse où, quelle que soit la valeur des travaux, on est face à un immeuble neuf parce qu'il y a eu cette modification radicale, ben, si on a une modification radicale et qu'on a comme client un promoteur immobilier, ben, faites attention parce que vous devrez lui dire, toi, tu dois vendre sous le régime de la TVA. On a vu aussi que si on est promoteur immobilier, qu'on n'a pas fait de modifications radicales, mais qu'on a fait des modifications importantes qui ont peut-être dépassé le fameux seuil des 60%, là je vous ai donné mon point de vue, pour moi on est promoteur immobilier, mais on ne doit pas vendre sous le régime de la TVA. On peut vendre sous le régime de la TVA, même si on va rencontrer des gens d'administration qui vont vouloir soutenir le contraire. Mais donc, importance de définir cette notion de promoteur immobilier, et là malheureusement, force est de constater qu'on n'a pas beaucoup d'indications. L'article 12 nous dit c'est une manière habituelle. Le manuel de la TVA ne nous donne pas beaucoup plus d'informations, puisqu'elle nous dit que c'est une personne qui extériorise, par des actes non équivoques, une volonté d'effectuer, d'une manière habituelle, des livraisons de bâtiments neufs. De manière habituelle. On a un dossier au bureau, on est en litige, le dossier est devant les cours et tribunaux, parce que l'administration a considéré qu'un assujetti qui avait eu un projet immobilier, qui visait en réalité la maison d'habitation de son gérant, eh bien, est un promoteur immobilier. On a eu beau se battre en disant que, à partir du moment où il n'y a qu'un projet immobilier, on ne peut pas considérer qui, de manière habituelle, il réalise des opérations immobilières, l'administration a considéré que oui. J'ai eu beau plaider auprès de l'administration en disant, mais alors moi-même, je suis promoteur immobilier, puisque dans ma société, j'ai un immeuble, et j'ai un projet immobilier. Là, l'administration m'avait répondu lors du contrôle, non, vous pas. J'ai demandé pourquoi moi pas, et le client bien. Et il m'a dit, vous, c'est différent. Et j'ai demandé pourquoi c'est différent. Et ils m'ont dit, parce que vous êtes avocat. Mais oui, mais je suis peut-être avocat, mais j'ai quand même un projet immobilier. Donc, je peux être avocat et promoteur immobilier. Et ce soir, j'irai me coucher, je dirai à ma femme, tu dors à côté d'un avocat et d'un promoteur immobilier. Ben non, ils ont considéré que c'était différent, mais que mon client était promoteur immobilier. Mais ça a engendré des conséquences terribles dans le dossier par rapport à l'opération de vente de cet immeuble. Donc, il y a un réel problème avec cette absence de définition de promoteur immobilier. Vous avez vu les critères. Voilà. Il faut être évidemment prudent à ce moment-là, et certainement très prudent si vous avez eu une modification radicale dans l'immeuble qui a été rénové. 8e question, quid de la possibilité de vendre un immeuble neuf sous le régime de la TVA pour la construction et des droits d'enregistrement pour le terrain? Alors l'idée est évidemment de se dire, tiens, mon prix va être un tout petit peu plus intéressant pour mon client si mon client est d'abord un particulier, mais si il peut acheter le terrain à 12,5 et la construction, je ne peux pas l'éviter à 21. C'est plus intéressant que si
je vends le tout à 21%. Et donc l'idée est alors d'amener devant le notaire, du côté vendeur, une personne qui va vendre le terrain, qui n'est pas la même personne que celui qui va vendre la construction immobilière. Et la structure alors qui est mise en place, c'est la société 1 acquiert un terrain, elle signe avec la société 2 ce qu'on appelle une renonciation au droit d'accession, principe en vertu duquel, si vous construisez sur le terrain de quelqu'un d'autre, c'est ce quelqu'un d'autre qui devient par accession propriétaire de l'immeuble. Donc il faut éviter cette situation. Donc 1 signe avec 2 une renonciation au droit d'accession, 1 renonce à l'accession, et donc la société 2 construit le nouvel immeuble. On va devant chez le notaire, et là on a la société 1 et la société 2 qui sont présents devant le notaire. Et qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là ? Eh bien, on dit que on n'est pas une seule et même personne, on est 2 personnes. Or, la position de l'administration de la TVA est que pour devoir vendre l'entièreté du projet terrain et construction sous le régime de la TVA, ils mettent des conditions, et notamment, ils disent, la seconde condition, ici dans le slide, le bâtiment et le terrain doivent être cédés par une même personne. Et l'objectif est justement de dire, c'est pas une même personne, c'est 2 personnes différentes, donc vous devez nous autoriser à vendre le terrain sous le régime des droits d'enregistrement, et pas sous le régime de la TVA. L'immeuble bâti, la construction, lui, sera vendu sous le régime de la TVA. Donc, ce genre de structure, on le met en place au bureau, on est prudent, on demande évidemment, on présente le projet, on demande l'accord du contrôle local, et c'est le genre de projet qu'on fait. L'intérêt pour le client est d'avoir un prix un tout petit peu plus intéressant. Je vous ai mis ici un cas pratique. 9e question, quid d'une location soumise à TVA ? Et là, je me suis un petit peu amusé. Je vous ai mis du Airbnb, du bureau, des entrepôts, une salle, comme vous pouvez parfois aller en conférence dans une salle. Est-ce que c'est soumis, oui ou non, à TVA ? Alors, je vous rappelle que depuis 2019, on peut soumettre à TVA une location immobilière et qu'il y a 3 conditions de fond. Je ne vais pas revenir là-dessus, ce n'est pas l'objet de la conférence aujourd'hui. Je vous rappelle juste qu'il doit notamment s'agir d'un contrat de location qui est signé avec un preneur assujetti qui va utiliser exclusivement l'immeuble dans le cadre de son activité économique qui lui confère la qualité d'assujetti. Et je vous rappelle aussi, attention, ça ne vise pas tous les immeubles. Nous, on a voulu, au niveau législateur, restreindre l'application de ce nouveau régime. Et donc, la première cause d'exigibilité liée à la construction matérielle de l'immeuble ne peut pas intervenir avant le 1er octobre 2018. Retenez la phrase, c'est pas facile, mais ça fait toujours bien pour la placer dans le cadre d'un repas. La première cause d'exigibilité liée à la construction matérielle de l'immeuble ne remonte pas avant le 1er octobre 2018. Vous avez vu, j'ai pas regardé le slide pour le dire. Mais ces 2 conditions sont importantes, plus une condition de forme, il faut évidemment que les 2 parties soient d'accord. Voilà. Aux Pays-Bas, les 2 parties ne doivent pas être d'accord, c'est le vendeur qui décide. Mais dans le régime belge, on a pris comme condition, non, les 2 parties doivent être d'accord, tant le bailleur que le preneur en location doit être d'accord. Bon. Alors le Airbnb, c'est très bien, soumis à TVA ou pas. Quand je pose la question, les gens me regardent un petit peu étonnés. Ben oui, est-ce que c'est soumis à TVA ou pas ? Alors, selon l'administration, ça peut être soumis à TVA, mais évidemment, elle va tout faire pour que ce ne soit pas soumis à TVA. Et pourquoi ? Parce qu'elle se dit que si c'est soumis à TVA, évidemment, le propriétaire va déduire la TVA sur la construction. Et donc, ça risque de coûter à l'État. Et donc, on va essayer de mettre des bâtons dans les roues du propriétaire ou du bailleur, si vous voulez, pour éviter que ce soit soumis à TVA. Et donc, les conditions qui sont émises par l'administration de la TVA sont assez strictes. Je les ai récapitulées ici dans un slide. Premièrement, vous devez avoir, je vais appeler le propriétaire, même s'il ne doit pas être forcément propriétaire, mais le propriétaire doit être là au niveau de l'accueil des hôtes. Et attention, l'administration dit aussi, il faut une présence sur place, en tout cas durant une bonne partie de la journée. Waouh, une présence sur place pendant une bonne partie de la journée. Ouais, donc si vous vous baladez en Ardennes en voiture et vous voyez au bord d'une route un paye qui est assis sur un tabouret devant une maison,
ben, vous pouvez, à mon avis, vous dire c'est peut-être bien Airbnb. Parce qu'on a le bonhomme qui est en train d'avoir une présence sur place pendant une bonne partie de la journée. Condition, évidemment, qui est un petit peu étonnante et difficile à mettre en application. On verra ce que la jurisprudence en dit. Donc, première condition, accueil, présence sur place une bonne partie de la journée. Deuxième condition, au moins un de ces 3 services doit être rendu. Nettoyage régulier durant le séjour. J'ai souligné parce que ce sont des critères qu'ils ont rajoutés dernièrement. Régulier durant le séjour. Renouvellement du linge de maison en cours de séjour ou fourniture du petit déjeuner. Un de ces 3 services doit être rendu. Donc des conditions assez strictes. Je constate, je ne vais pas trop traîner, mais je constate que la jurisprudence est plus souple. La jurisprudence admet notamment que le fait de pouvoir contacter le propriétaire par téléphone ou par email est suffisant pour respecter la condition. La jurisprudence insiste aussi sur le fait que pour défendre le point de vue de l'administration d'une location exemptée, il faut un rôle totalement passif du propriétaire. Et la jurisprudence rappelle qu'à partir du moment où il y a un rôle un tant soit peu actif du propriétaire, ça suffit pour sortir de l'exemption et de permettre le contrat taxé par ailleurs à 6% évidemment. Et donc la jurisprudence dit, voilà, s'il y a du nettoyage, s'il y a ce genre de choses-là, franchement, faut peut-être pas forcément qu'il soit régulier, mais ça suffit déjà à sortir d'une activité passive de la part du propriétaire et à pouvoir le soumettre à TVA. Je vous dis aussi que le SDA a même des conditions plus souples que l'administration de la TVA, ce qui peut provoquer parfois des tensions entre l'administration de la TVA et le service des décisions anticipées. Petite question que je vous pose aussi, vous avez votre client qui dit « Ah, j'ai signé un contrat de bail et il y a du nettoyage dedans ». Ah, est-ce que le nettoyage va devoir être facturé avec TVA, les locations bureaux, le cas échéant, en exemption de TVA? Ben ici, attention, il faudra regarder bien le contrat. Si le prix comprend la prestation de nettoyage parce que c'est un prix global, nettoyage ne devra pas être soumis à TVA. C'est l'arrêt Phil Fisher Waterhouse qui le dit. Si par contre, votre propriétaire vous dit, voilà, le contrat de bail, la location immobilière, c'est 1000, et si tu veux, on peut s'occuper du nettoyage, c'est une option, tu peux le prendre, tu ne le prends pas, c'est comme tu veux, c'est 200. Alors là, il convient de considérer la prestation de nettoyage comme étant réellement indépendante. Il ne s'agit plus d'une prestation globale, c'est une prestation indépendante qui suivra son propre régime et qui sera dès lors soumise à TVA. C'est l'arrêt Telmer de la Cour de justice qui le dit. Je vous rappelle que les locations courte durée, c'est-à-dire moins de 6 mois, sont obligatoirement soumises à TVA. Attention, il y a quand même 4 exceptions à ce principe. Dans les 4 exceptions, il y a notamment la mise à disposition d'un logement à des fins de logement, mais sans service hôtelier. Donc je vous donne en location un appartement sans aucun service pendant 3 mois. C'est obligatoirement soumis à TVA en principe, sauf qu'il y a une exception qui a été maintenue par le législateur pour les logements. Autre exception, vous faites une location de nouveau courte durée, toujours moins de 6 mois, mais cette fois-ci à des personnes physiques qui vont affecter le bien à des fins privées ou plus généralement à des fins étrangères à leur activité économique. Je loue une salle de fête pour mon anniversaire. Je la loue moins de 6 mois, hein, quand même. Eh bien, c'est bien à des fins privées, donc ce sera exempté. Même chose, 3e exception, la 4e, on la passera, elle est plus anecdotique qu'autre chose, mais 3e exception, vous donnez en location court terme une salle à une ASBL. Ce sera également toujours exempté, alors que vous donnez pour la même période, la même salle, même courte période, la même salle à une société commerciale, là, ce sera soumis à TVA. Attention aussi pour les entrepôts, puisque depuis 2019, si on peut résumer la situation, eh bien, vous avez une taxation obligatoire à la TVA si vous donnez un entrepôt à une personne qui ne va pas l'utiliser dans le cadre de son activité économique, alors que si vous vous trouvez dans l'hypothèse de la location d'un entrepôt à une personne qui va l'utiliser dans le cadre de son activité économique, là, ce sera une taxation optionnelle. Alors, quid, et on terminera par là, d'une optimisation en TVA au niveau de la location immobilière? Est-ce qu'il y a une possibilité ou pas? Eh bien, je vous parle juste de 2
possibilité, c'est le centre de service, qui est un outil qui est facile à mettre en place et qui est efficace, qui se base sur une circulaire du 27 septembre 2005. C'est un outil qui vous oblige à fournir toute une série de services. Je les ai listés. Locaux équipés, tables, etc., chaises, salles de réunion, espaces communs, équipements bureautiques, infrastructure ICT. Donc il faut juste arriver avec son PC et le mettre et le brancher pour que ça fonctionne. Attention, prestation de nettoyage, sans doute la plus difficile à offrir comme prestation, personnel d'accueil, réception et tri courrier. Bien, si vous offrez tous ces services-là, la position de l'administration est de dire que, certes, il y a une location immobilière au départ, mais vu le nombre de services, je vais considérer que cette prestation doit être soumise à TVA. Et ça vous permet évidemment, le cas échéant, de récupérer toute la TVA sur la construction. Dernière possibilité, c'est l'unité TVA, qui est aussi un très bel outil. C'est de réunir deux assujettis en un, et alors de déterminer son droit à déduction. Je prends un exemple tout simple. Vous avez un notaire qui a sa société professionnelle et puis qui a une société immobilière. Et la société immobilière détient un immeuble qui est le bureau du notaire. Eh bien, si vous ne faites pas d'unité, quand la société, pour autant que ce soit un immeuble ancien évidemment, pas un immeuble le cas échéant qui date d'octobre 2018, mais quand la société immobilière va donner en location l'immeuble au notaire, ce sera forcément en exemption de TVA. Et donc, pas de possibilité d'avoir récupéré la TVA sur la construction. Comment éviter ça? Comment contourner cette difficulté-là? Comment permettre la récupération de la TVA sur la construction? Ben, vous faites une unité entre les deux sociétés. Les deux sociétés vont ne former plus qu'un. On va devoir déterminer le droit à déduction de cette nouvelle assujettie, de cette unité, et on va le déterminer en regardant ce qu'elle fait à l'extérieur. À l'extérieur, c'est quoi? Ben, c'est uniquement les prestations du notaire, puisque la société immobilière ne fait que des prestations à l'intérieur, puisqu'à l'extérieur, toutes les prestations du notaire sont taxées, eh bien 100% de droit à déduction pour l'unité, qui va pouvoir aller rechercher la TVA initialement payée, mais peut-être pas déduite. Donc une belle opportunité ici d'optimisation en matière de TVA. Attention, on n'oublie pas la responsabilité solidaire. Voilà, je vous ai mis, ça vous ferait peut-être une petite réflexion par rapport à ça. Un petit danger, c'est de constituer des unités parfois trop vite. Et je prenais mon exemple tantôt où on divisait les opérations entre une société qui vend le terrain, une autre société qui vend l'immeuble d'habitation. Et je vous avais dit, ah, c'est intéressant, parce que comme ça, on va pouvoir vendre le terrain, droit d'enregistrement, un petit peu moins cher, et la construction à 21%. Attention, parce que si vous formez une unité, je vous rappelle que pour l'administration de la TVA, il n'y a plus 2 personnes devant elle, il n'y en a qu'une seule. Et à ce moment-là, l'objectif de vendre les droits d'enregistrement pour le terrain et la TVA pour la construction, malheureusement, cet objectif va sauter. Et donc ça peut poser un problème. Voilà, un petit tour en 1 heure et peut-être 2 ou 3 minutes, j'ai un petit peu dépassé, je m'en excuse, en matière de TVA. Ça démontre 2 choses. 1, la TVA, c'est génial. Et 2, en matière immobilière, surtout, faites quand même attention. Voilà. Bonne continuation, bonne fin de journée à tous et rendez-vous ici ou ailleurs. Mais merci à Winbooks. Bonne fin de journée.